Donc merci d'être parmi nous après ce déjeuner. Je suis Stéphane Rétan et donc là on va parler d'un sujet, je ne sais pas s'il a été abordé ce matin, mais sur la partie filtrage. Donc un sujet très infrastructure, un sujet filtrage dans les clusters Kubernetes. Alors il y a énormément de choses à dire, mais on va essayer de se focuser juste sur un sujet qui n'est pas tellement abordé, qui est la partie flux sortant et non pas flux entrant dans le cluster, ce qui pourrait faire l'objet d'un autre talk. Donc je me présente rapidement, donc je fais partie d'une ESN qui s'appelle Blue Trusty. On fournit des services de consulting et de formation sur Kubernetes depuis 2017. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années que je suis dans l'infra, et donc en fait, là on arrive à un moment donné où les gens de l'infra en fait commencent à toucher au cluster chez nos clients, et donc on se retrouve avec des gens qui ont l'habitude de faire des règles firewall typiquement, parce que c'est un peu le sujet, cloisonnement, filtrage réseau, avec des architectures qui sont complètement DevOps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'accrochage, l'adhésion de certaines équipes qui ont l'habitude de faire du legacy avec des nouvelles façons de filtrer, comme on va pouvoir le voir dans Kubernetes. Alors, il se trouve que donc ça fait des années qu'on fait ça, mais depuis le tout début de l'année 2022, on est partenaire de Tigera. Tigera, c'est le principal committeur derrière Projet Calico, qui est un des CNI, donc un des plugins réseau les plus utilisés dans Kubernetes, mais c'est pas du tout un talk commercial. C'est-à-dire que sur tous les slides que vous verrez là, il y aura soit la petite roue qui montre que c'est vraiment ce qui est prévu en standard, vous aurez le chat du milieu. Oui, c'est peut-être pas Calico, c'est un truc à savoir. Ça se dit en fait des chats qui ont 3 couleurs. Donc j'ai un chat maintenant. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça projet Calico. Et donc ce que vous voyez, le chat du milieu, c'est le projet open source, mais qui étend en fait, qui ajoute des fonctionnalités comme vous pourrez le trouver chez d'autres alternatives en CNI. Et puis le dernier, c'est la partie commerciale, et à chaque fois je vous le dirai. Mais encore une fois, là, le but c'est vraiment de rester sur la partie open source pendant ce talk, et donc de traiter ces façons d'interconnecter un cluster Kubernetes avec le reste du legacy. Donc, bon, je pense que vous connaissez à peu près tous déjà comment ça fonctionne. Donc on a des charges de travail dans un cluster Kubernetes avec des flux qui rentrent, des flux à l'intérieur du cluster et des flux qui vont vers l'extérieur. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de traiter les flux qui vont à l'extérieur. Alors, quels sont ces flux qui vont à l'extérieur? Alors, je ne vais pas cocher le buzzword Log4j avec les problématiques des workloads qui vont se connecter à l'extérieur, puisque leurs flux ne sont pas filtrés, et donc ils vont récupérer des charges malveillantes. Mais là, de façon très très simple, la plupart des charges de travail qu'on va trouver sur un cluster Kubernetes ont besoin d'aller accéder, vous voyez en bas, des bases de données, des S3, des partages de fichiers, des fils de messages, mais seulement certains des workloads, évidemment, puisque le principe même d'un cluster Kubernetes, c'est d'être mutualisé. Donc en fait, on va déployer sur un cluster très probablement plusieurs applications. Chacune devrait taper son propre back-end, ses propres bases de données, et ce qu'on veut évidemment éviter, c'est ça. Et donc pour faire ça, il n'y a pas 50 façons. Il va falloir mettre en place des firewalls. Alors, on verra que ce sera des firewalls potentiellement hardware ou des firewalls logiciels. On verra qu'on peut le faire à l'intérieur de Kubernetes, et puis on peut le faire aussi à l'extérieur. C'est ça l'idée de ce talk. Alors, on va voir les quelques façons de faire, en tous les cas que nous on a répertorié. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait, mais vous le faites peut-être déjà nativement dans le pur Kubernetes. Donc on verra avec les network policy egress, qui sont donc le filtrage des flux sortants. Et puis on le verra comment est-ce qu'on peut faire avec un firewall classique qui a besoin en fait de distinguer les flux des pods, et donc de savoir finalement que ce flux il provient de telle application, de tel namespace, de tel pod. Et donc on verra les différentes stratégies possibles de l'IPAM. IPAM, c'est IP Address Management. Donc en gros, affecter des adresses IP spécifiques aux pods. Node Affinity, ça va être grosso modo mettre les pods en question sur des nœuds spécifiques. Voilà, tout ça c'est un peu sous-optimal. Et puis le dernier, qu'on appelle les egress gateway, qui est en fait l'idée de faire sortir tous les flux par des endroits avec des adresses IP en fait qui sont connues à l'avance et qui sont portables. Voilà. Et ça c'est des fonctionnalités que vous retrouvez dans la plupart des CNI. Donc là je vous montrerai avec Calico, mais c'est des choses qu'on retrouve partout. Voilà, ce terme egress gateway est standardisé, même si en général la techno en dessous est spécifique. Alors on va faire donc la première stratégie qui consiste juste à filtrer avec des network policy. Donc je rappelle rapidement, donc par défaut,
En fait, ce qu'on veut, c'est que certains pods là qui sont là, hein, qui sont verts, doivent pouvoir accéder à une base de données. Alors là, dans mon cas, ça sera un serveur web, hein, tout simple. Et on verra que par défaut, évidemment, tout est autorisé. Et ce qu'on veut, c'est qu'un pod qui soit créé juste à côté, lui, on le bloque. Alors en fait, on va mettre des critères, on va le mettre dans des namespaces différents, on va lui mettre des labels. Donc ça, c'est vraiment pur. C'est typique, hein, c'est les patterns classiques de Kubernetes pour pouvoir filtrer, pour pouvoir distinguer les pods et les accès. Donc on va commencer par le faire avec une egress network policy. Alors, un petit rappel sur les network policy dans Kubernetes. Donc elles sont applications centriques. Donc ça c'est très très différent des firewalls classiques, où les firewalls classiques en fait on filtre le flux sur le chemin, donc en transit. Là on va directement appliquer les règles sur chacun des pods qui sont en question. Donc en fait il va falloir sélectionner les pods sur lesquels on applique la règle et on va appliquer la règle. Et la règle va dire je laisse passer le flux vers telle destination. Donc ça c'est un premier sujet. Deuxième caractéristique des network policy Kubernetes, il n'y a pas de deny. En défaut, il n'y a pas de deny. Donc en fait, c'est une sorte de liste d'autorisation, une liste blanche comme on disait avant. C'est-à-dire qu'en fait, on doit décrire que les flux qui sont autorisés et tout le reste par défaut va être en gros en deny. Voilà. Donc ça veut dire que c'est assez brutal. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez en gros à mettre des règles, il faut mettre toutes les règles. Il ne faut pas en oublier. Et les règles typiques que les gens oublient, c'est par exemple le DNS. On laisse passer les flux base de données, les flux HTTP, et puis on oublie le DNS et boum, ça ne fonctionne plus. Il y a une petite nuance quand même qui est là hein, sur la règle finale de deny implicite, c'est qu'elle n'est appliquée que si on applique justement au moins une règle sur un pod. Donc en gros, si on n'applique rien sur un pod, il peut tout faire. À partir du moment où on commence à mettre une première règle, tout le reste va être bloqué. Et donc on voit que ça couvre pas mal de sujets à la mode. Hein, donc vous avez probablement entendu parler de Zero Trust Network ou de micro-segmentation de façon plus classique. On va pouvoir créer vraiment des matrices de flux hyper détaillées. Et ça, c'est un vrai travail. Et donc, alors, je ne sais pas parmi vous hein, lesquels sont plutôt dev, lesquels sont plutôt SRE, SecDevOps, peu importe, mais il va falloir quand même écrire ces règles. Et c'est ça le sujet, c'est ça la problématique. Bon, la techno, peu importe, mais il va falloir écrire ces règles et c'est compliqué. Alors voilà une première règle très très simple. Hein. Juste pour vous montrer le détail. Hein. Donc vous voyez, c'est une network, donc c'est un YAML. Hein. Donc vous voyez tous ceux qui sont habitués dans les équipes réseau ou sécurité à avoir des interfaces graphiques où ils cliquent sur des boutons. Bon bah là déjà il va dire ok d'accord c'est un YAML, ça commence comme ça. Il faut faire des tabulations. Déjà ça va jamais passer. Il faut faire des espaces. Enfin bon, vous voyez tout de suite les problématiques. Donc, moi quand je montre ça à mes clients ils me disent mais c'est ça l'avenir de l'informatique, c'est revenir en VI et éditer des fichiers. Bon, on sait bien que ça a beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai que pour des équipes qui ne sont pas habituées à ça, ça fait une gestion du changement qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc là, qu'est-ce que vous voyez dans cette policy? Donc vous voyez qu'elle s'applique uniquement dans un namespace. Hein, donc les pods appartiennent à un namespace. Donc elle s'applique uniquement à des pods qui seraient dans le namespace blue et qui vont avoir le double label app égale bookstore et role égale API. Et donc ces pods-là, on leur dit à partir du moment où tu as ces deux labels-là, tu vas pouvoir sortir vers tous les pods qui ont le label app égale bookstore. Voilà. Donc, je peux vous faire une première démo relativement simple, hop, qui est là. Hein. Donc là, j'ai un cluster. J'espère que ça va fonctionner, on verra bien. Hein. Donc là, je suis connecté à distance sur un. Alors c'est un cluster kind, hein, Kubernetes in Docker. Ça permet de simplifier pas mal de choses au niveau réseau. Chez un opérateur de cloud, il peut y avoir des limitations. Donc là, j'ai monté un cluster très très simple où il doit y avoir, vous voyez, il y a 3 nœuds. Hein. Vous pouvez voir les adresses IP. Voilà. Donc là, c'est les adresses IP des nœuds. Hein. Et donc, par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nœud et je vais essayer de me connecter sur la fameuse base de données. Donc, dans mon cas, ça va être un serveur web qui écoute sur 172.18.01. Donc là, je le fais juste pour vous montrer. Hein. 172.18.01. Voilà. Et là, c'est quelque chose, c'est une page web très très simple qui montre l'adresse IP de la personne qui s'y connecte. Voilà. Ça va être intéressant parce qu'on va voir qu'on va pouvoir ségréguer les adresses IP et donc faire apparaître des pods à l'extérieur sur des adresses IP différentes. Donc ce que je fais, c'est que je vais lancer un premier pod. Hop. Est-ce que ça marche ça? CTL run. Voilà. Donc là, je vais lancer un premier pod tout simple. Vous voyez, je ne spécifie même pas le namespace. Je dis juste que je vais être en interactif. Je lui mets une image qui est une image assez connue, Nicolas Canetshoot, qui est une image de debug. Hein. Et j'ai ouvert donc un prompt. Et donc là, effectivement, vous voyez que j'ai une adresse IP. Hein. J'ai une adresse IP, voilà, 10.244. Hein. Et puis, je peux tout à fait aller sur
172.18.01, je peux tout à fait aller sur le serveur web. Et je suis vu en fait. Vous voyez, ça montre ma propre adresse IP, c'est 172.18.02. Pourquoi? Parce que en fait, évidemment, je suis sur un des nœuds, hein, kubectl getpods. Bon, alors, là je vous montre, vous voyez, voilà, j'aurais dû nettoyer un petit peu, mais c'est pas très grave. Le pod que je viens de faire tourner, c'est celui-là. Et là, vous voyez son adresse IP, vous voyez, il est en 10.244.0.98, il ne sort pas en 10.244.0.98, il va être naté par le nœud Basic Worker, et le nœud Basic Worker, celui-là, getNode, wide, son adresse IP, Basic Worker, c'est 0.2, hein, donc c'est tout à fait cohérent, hein, heureusement, hein, c'est l'adresse IP qu'on voit. Donc en fait, vous vous rendez tout de suite compte que suivant le pod sur lequel je vais être schedulé, hein, je vais être mis en place, bah, en fait, je vais sortir avec l'adresse IP du nœud sur lequel je suis positionné. Et donc en fait, ça va être hyper variable. Demain, je rajoute un nœud, j'en enlève un, enfin ces adresses IP sont pas vraiment prédictibles. Donc faire de la sécurité seulement en basant là-dessus, ça va pas être la panacée. Alors, mettons en place une première politique de sécurité. Alors, j'ai un petit script, voilà. Bon, c'est très simple, hein. J'ai appliqué deux politiques, donc je vais vous les montrer. La première politique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah voilà, elle s'applique à tous les pods qui sont dans le namespace par défaut, et ça leur dit, bah, tu peux aller partout, IP block, à l'exception de 172.18.01. Donc ça, c'est la première règle qui dit tout sauf 172.18.01. Et derrière, je rajoute une deuxième règle où je dis, là, toi, tu vas pouvoir aller vers 172.18.01, mais tu vois, il faudra que tu aies le label type égal test. Parce que cette règle, en fait, elle ne s'applique qu'à ceux qui ont le label 172.18.01. Donc, si je me connecte, si je refais la même histoire que tout à l'heure, maintenant que j'applique, alors j'ai appliqué les politiques, hein, get netpol, hein, je l'ai appliqué, hein, et donc si je relance ma commande, tout à l'heure, je recrée un container. Ah, j'étais dans l'autre fenêtre. Hop. Je recrée un container. Hop. Voilà. Et là, j'essaye justement d'aller sur mon back-end. Et normalement, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce que j'ai pas les bons labels. Donc en fait, il faut que je recommence. Je vais faire exit. Je vais relancer mon container, enfin mon pod, mais cette fois-ci avec le bon label. Et mon label, c'est type égal test. Voilà, et là je fais ça. Et vous voyez que ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai bien réussi à empêcher tous ceux qui n'ont pas les bons labels d'aller sur mon back-end. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, hein. C'est que déjà mon jeu de règles il n'est pas complet, hein, parce que vous voyez, moi je me suis autorisé donc à aller vers le back-end, mais vous voyez, si maintenant je veux aller sur 1.1, bah je peux. Ça devrait pas marcher. Je sais pas pourquoi. Faut que je sais plus. Ah oui, non, je suis bête, j'ai une politique qui autorise tout au début. Mais je pense que si je fais une résolution de nom, voilà, ça marche pas. La résolution de nom ne fonctionne pas parce que j'ai oublié d'autoriser les flux de DNS. Donc résultat, j'ai pas la résolution de nom. Donc vous voyez, des fois, ajouter juste une règle, ça a des impacts qui sont pas toujours complètement... enfin, en tout cas, a posteriori, une fois que l'application a été déployée et développée. Donc c'est pas évident. Ça c'est une première chose. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est qu'une fois que j'ai fait cette règle, c'est super, mais il y a une nouvelle application qui arrive. Donc je vais l'appeler un nouveau namespace qui est créé par une autre équipe. J'en sais rien, il s'appelle c'est Yellow, hein, je mets les couleurs. Voilà, et je crée dans ce namespace Yellow un nouveau pod. Vous voyez, je ne mets pas le label. Hein. Hop. Et je tente ça. Ah oui, j'ai fait une... ouais. Hop. Et vous voyez... Ah, je suis bête, je ne l'ai pas mis dans le... C'est normal que ça ne marche pas. J'ai oublié de spécifier le namespace yellow. N yellow. En fait, je peux le faire avec des scripts, mais avec des scripts, c'est beaucoup moins lisible. Donc, je préfère taper les commandes devant vous. Résultat, j'oublie des morceaux. Voilà. Donc là, vous voyez, en gros, j'ai appliqué une règle, mais en fait, la règle, elle s'applique seulement à un namespace. Dès qu'il y a des gens qui vont créer d'autres namespaces, eux, on leur appliquera aucune vérification. Donc ça va être...
ça va être l'enfer, faut peut-être pas exagérer, parce que vous allez me dire, oui, mais des namespaces, on n'en crée pas tout le temps, parce qu'on crée des namespaces à chaque fois qu'on rajoute des applications, mais ok, on va mettre un script, ou à chaque fois qu'on va créer des applications, des nouveaux namespaces, on va leur réappliquer les règles. Enfin, vous voyez, très rapidement, ça va être un petit peu, ça va poser problème. Donc on verra qu'il existe des concepts de politique qu'on peut appliquer à tout le cluster, dans tous les namespaces. Donc ça simplifie. Mais ça, c'est pas standardisé. Tous les CNI en open source le font, mais c'est pas standardisé. Et donc nécessairement, ça commence à créer de l'adhésion, de l'adhérence avec votre CNI. Je voulais juste vous montrer aussi quelque chose, hein. C'est comment cette magie elle fonctionne, hein, parce qu'en fait, moi j'ai juste écrit un fichier YAML et puis tout est bloqué. Là, je peux regarder où est-ce que je suis, kubectl, getpods. Je peux regarder où est-ce que j'ai été schedulé. Par exemple, hein, donc celui que je viens de créer, je ne sais plus sur lequel il est. Ah oui, je l'ai tué, je suis bête. Je vais le recommencer. Non, je ne l'ai pas tué. Oui, ok, je comprends. Hop, je fais ça. Hein. Voilà. Et donc là, si je regarde mon adresse IP, hein, qui est par exemple 10.244.0.39, hein, vous voyez ici, si je vais là, et je vais sur mon nœud, hein, donc où est-ce que j'ai été schedulé? J'ai été schedulé sur ce nœud-là, hein, qui est le Basic Worker 2. Hein. Hop, donc je me connecte dedans, hein, sur Basic Worker 2, et je fais iptables-l-nv, hein, et je vais voir toutes les règles iptables. Et si je regarde là-dedans, en fait, là je vous l'ai mis dans une capture d'écran, mais en fait, quelque part, par là, il y a mes règles qui sont mises en place. Donc ça va être, quand vous allez commencer à aller à l'échelle, vous allez avoir des milliers, voire même des dizaines de milliers de règles iptables sur chaque nœud, et ça va évidemment poser des problèmes, et c'est pour ça qu'un certain nombre de plugins proposent de mettre en place du eBPF, qui permet en fait de ne pas faire ça en iptable, d'utiliser une autre techno, mais c'est pas le sujet du talk. On peut en faire avec Calico, hein, du eBPF, mais là l'avantage c'est que ça permet de voir, hein. Donc vous voyez, vous pouvez quelque part débugger, retrouver la ligne qui vous permet d'autoriser. Vous pouvez même avoir un début d'observabilité en regardant le nombre de paquets qui ont matché cette règle. Mais bon, voilà, tout de suite, ça vous oblige à connaître un petit peu iptables. Voilà. Les autres sujets qu'il y a sur cette histoire de YAML, là on essaye de se mettre dans le niveau d'abstraction élevé, on ne va pas regarder à l'intérieur du moteur, mais c'est que c'est pas si facile que ça d'écrire des YAML. Vous voyez, là je vous montre simplement deux politiques, elles ont l'air d'être parfaitement les mêmes, mais en fait effectivement il y a un moins qui manque, et donc là vous voyez dans le premier cas en fait il faut taper les deux conditions, hein. Donc en fait on a le droit d'aller en égresse vers tous les pods qui sont dans le namespace selector et qui ont le pod selector qui est là, donc en fait c'est une double condition, alors que là en fait c'est une liste, donc c'est soit la première condition, soit la seconde condition. Donc là en fait dans un cas on a une règle, dans l'autre cas on a deux règles. Donc ça va assez vite pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, ou même d'ailleurs ceux qui ont l'habitude, moi ça m'est déjà arrivé, de mettre un moins en trop ou en moins et ça fonctionne pas. Donc en fait assez rapidement on a besoin d'outils graphiques ne serait-ce que pour visualiser ce que ça peut donner. Autre exemple, voilà, j'en parle, voilà, l'écriture elle est un petit peu alambiquée. Vous voyez par exemple, là vous voyez pod selector, hein, quand il y a la double accolade qui est mise comme ça, en fait ça veut dire on sélectionne tous les pods. Voilà, c'est pas complet, c'est pas hyper lisible. Encore une fois, tous les gens qui ont l'habitude de faire des règles firewall, c'est pas des spécialistes du YAML, ils font pas du kubectl toute la journée, et donc ça peut être un peu compliqué pour eux de comprendre ce que ça veut dire ou de bien l'utiliser. Et puis vous voyez là on utilise pareil, comme on n'a pas la possibilité de faire des deny, on peut faire que des hello, on est obligé de faire des exceptions, des choses comme ça. Et puis je vous ai expliqué, hein, donc les network policy sont namespace, c'est-à-dire que donc il faut les appliquer namespace par namespace. Donc tous ces problèmes là en fait ils sont connus depuis très longtemps, hein. En fait c'est probablement voilà, Kubernetes a décidé en gros de faire un niveau de fonctionnalité relativement basique, mais quand même bien fait, hein, ces fameuses listes d'autorisation. Et tout ce qu'on ne peut pas faire, hein, vous voyez, j'en ai mis toute une partie, bon, en gros, c'est à la charge du CNI, hein, de votre plugin réseau, de le mettre en place. Et donc, vous voyez, là, nous, typiquement, on est dans cette partie-là, hein, forcer le trafic interne à sortir par une gateway commune. Voilà. C'est notre sujet. Alors, là, c'est un exemple, hein, encore une fois, hein, chez Calico, donc,
là c'est vraiment la partie complètement open source. Vous voyez, hein, il y a une extension hein, des définitions qui est faite. Hein, et vous voyez que là, on n'est plus sur des network policy Kubernetes et on est bien en projet Calico. Et vous voyez, là, on peut spécifier des choses beaucoup plus avancées. On peut faire des et, des ou, des contain, des namespace, des marques par ceci, ça. Donc la sémantique, elle est beaucoup plus riche et surtout, on va pouvoir appliquer cette politique à tout le cluster. Donc là, je peux peut-être vous le montrer. Hein. Je dois avoir une exit. Donc là, j'applique une network policy. Ça doit être 0.4. Voilà. J'applique une network policy, c'est quasiment pareil. Hein, et donc là, c'est pareil. Si je crée, là, si je me mets justement dans le yellow hein, que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Si je fais HTTP 172.18.01. Vous voyez, ça marche pas, hein, je suis bien bloqué. Et si je regarde vraiment ma politique elle est là. C'est plus simple pour vous la montrer. Mort, j'ai... Ah non, je peux... Peu importe, un from label test. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble, hein, c'est exactement ce que je vous ai montré, hein, c'est relativement simple. Et on dit simplement, cette politique, elle s'applique à tous ceux qui ont le label, enfin voilà, qui ont un nom et qui ne sont pas soit kubesystem, soit Callisto system, soit Tigera system, qui sont en gros des namespaces internes qu'on ne veut pas impacter. Et vous voyez, là on laisse passer le flux ou pas. Et là il faut aussi avoir en source un certain nombre de labels. Bon, c'est pour vous montrer la richesse de ce qu'on peut faire avec cette interface de type YAML. Voilà. Alors, je vous ai dit, on peut faire que des hello, donc la plupart des gens qui ont l'habitude de faire des firewalls, ils vont dire ouais mais moi de temps en temps je veux faire des deny, je veux faire pour des raisons de maintenabilité, je veux que ce soit beaucoup plus simple à lire, je veux pas commencer à faire des exceptions. Des exceptions, ça fait tout de suite penser à des négations, des doubles négations, des choses qu'on veut pas faire. Et donc c'est ce que vous voyez ici, vous voyez là on peut mettre des orders, hein, donc on peut lister les règles dans un ordre. Voilà. Et là tout d'un coup on commence à arriver sur des choses que les gens du réseau connaissent. Ils disent bah oui moi je veux une sorte de fichier Excel qui me montre tout ce qui est autorisé, tout ce qui est refusé. Alors effectivement là ça sera plus des adresses IP, hein, ça va être des labels en source probablement et en destination, soit des labels, soit des adresses IP du legacy. Voilà, donc on commence à se rapprocher un petit peu du monde qui est, je vais pas dire legacy, mais du monde existant avec des firewalls classiques. Voilà. Donc sur cette première stratégie qui consiste en fait à embarquer la sécurité au niveau du egress directement dans le Kubernetes, déjà c'est natif et c'est standard, je vous ai dit, hein, juste le problème de maintenabilité. C'est parfaitement conforme à GitOps, c'est des YAML, on va pouvoir les pousser, il n'y aura pas de problème. C'est basé sur une liste d'autorisation, hein, donc tout ce qui n'est pas autorisé est bloqué. Donc ça va plaire pas mal à la sécurité. La problématique, voilà, c'est une sémantique qui est limitée, qui nuit à la maintenabilité. Et puis en fait, il va falloir vraiment augmenter votre équipe réseau ou l'équipe qui gère les firewalls, et donc ça va lui rajouter des trucs, ils vont dire oui mais c'était mieux avant, enfin voilà. Vous connaissez les problématiques de gestion du changement qui peuvent arriver. Donc c'est pour ça que là, je vous montre juste ça 2 secondes, mais la plupart des solutions enterprise en fait que vous allez pouvoir rajouter là-dessus, vous rajoutez un GUI. Ça c'est pour vous montrer l'exemple d'un GUI. Donc vous voyez, vous créez les règles là-dedans, vous faites des drag and drop, et là tout d'un coup l'équipe sécurité ou réseau, elle dit ah bah oui mais ça je connais, c'est déjà un peu plus clair. Et puis au lieu d'écrire un YAML, on écrit ça. Donc encore une fois, c'est pas tout à fait DevOps. Ça peut choquer ceux qui ont l'habitude d'écrire des YAML ou qui utilisent énormément d'automatisation, mais ça peut tout le monde n'est pas tout à fait dans cette démarche-là, et là, ça peut véritablement aider, ou en tout cas pour démarrer, d'avoir des interfaces graphiques. Voilà. Donc ça, c'était la première stratégie. On fait tout dans Kubernetes. La seconde stratégie consiste à dire, bon, on va juste essayer de donner une adresse IP reconnaissable aux pods quand ils vont sortir du cluster. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc en gros, on dit, bon, nous, on va pas gérer le firewall parce que l'équipe réseau veut faire quelque chose qui est un peu à la mode, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, ce qu'on appelle single pane of glass, hein, c'est-à-dire qu'en fait on a un énorme firewall dans lequel on veut tout voir, c'est là où on va mettre toutes les règles, toutes les logs, et donc Kubernetes sera comme les autres, il faudra qu'il s'applique là-dessus. Donc là ce qu'on veut, c'est pouvoir être capable de distinguer les pods qui parlent, que ce soit les pods verts ou les pods rouges. Alors on a plusieurs façons de faire. Ce qu'on peut faire, c'est déplacer certains pods sur certains nœuds. Donc ça c'est totalement standard, hein. Vous voyez, j'ai mis le petit icône, hein. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser un node selector,
et on va labelliser les nœuds. Donc on pourrait très bien avoir des nœuds qui sont identifiés. Vous voyez par exemple là c'est un nœud qui est DMZ, hein, le nœud worker, on le marque avec un label DMZ et on sait que les pods vont être dessus et donc on sait donc que quand les pods ils vont sortir avec l'adresse IP du nœud. Ça c'est une première tactique. Bon, l'avantage c'est que c'est hyper simple. Problématique, vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a une moindre optimisation, puisqu'en fait, vous allez, les pods peuvent pas se mettre sur tous les nœuds, il va y avoir des nœuds qui vont être spécifiques, enfin, ça va vous rajouter une gestion un peu compliquée. Ça ne marche que quand on est en mode tunnel ou encapsulation, c'est-à-dire que les nœuds, en fait, ça ne fonctionne que quand les nœuds ils font de la NAT quand ils sortent sur le réseau. Il y a deux modes, hein, vous savez, il y a le mode NAT où il y a le mode bridgé où directement les pods ils sortent avec leur adresse IP sur le réseau. Et à ce moment-là, évidemment, ce qu'on voit, c'est l'adresse IP du pod. Et justement, ça, on va le traiter ça après. Donc, deux modes d'architecture de cluster, soit en NAT, soit en bridging. Et puis, effectivement, les nodes n'ont pas vocation à être éternelles. On les enlève, on les remet. Bon, c'est probablement pas une super pratique d'utiliser ça, mais ça peut résoudre un problème, on va dire, en V1 ou de façon temporaire. L'autre possibilité, je vous ai dit, les pods, ils peuvent directement sortir sur votre réseau sans NAT. Alors pour faire ça, on ne le voit pas partout, hein, c'est peut-être rare, je ne sais pas si c'est ça chez vous. Est-ce que certains d'entre vous ont des clusters qui sont complètement bridgés, où vos pods ont directement des adresses IP? Non, personne n'a ça. Alors pour faire... c'est super, hein, c'est ce qu'il faut faire probablement. Mais en fait, pour faire ça, il faut que les nœuds annoncent, grosso modo en BGP, les réseaux des pods au réseau qui est en dessous. Donc, vous voyez, déjà vous alliez voir l'équipe réseau en leur disant mais c'est moi qui vais faire le firewall. Après, là on leur dit bah non, c'est moi qui vais je vais t'injecter des routes en BGP avec un réseau classique. Vous voyez, là on est vraiment dans l'interconnexion des équipes DevOps et des équipes classiques du réseau et de la sécurité. Mais on y arrive, hein. On a quand même un certain nombre de clients qui font ça, hein, qui commencent à recevoir en BGP les routes des pods. Et donc si on fait ça, si les pods ils sont bridgés, et bah à ce moment-là, on peut tout à fait leur donner des adresses IP spécifiques. Donc il suffit de créer un... Là je l'ai mis sur Calico, mais encore une fois, tous les CNI ils font ça, hein, ils offrent cette possibilité, et vous rajoutez juste une adresse IP. Et vous voyez là, je dois l'avoir ici, hein, si vous faites kubectl getpods, -wide. Voilà, donc là vous voyez que les pods classiques ils doivent être en 10.244 et ceux que j'ai spécialement lancés ils sont en 10.244. Donc je peux choisir des plages d'adresses et si je suis bridgé, encore une fois ça va fonctionner. Bon là dans le setup où je suis pas bridgé, je suis en NAT donc je peux pas vous le montrer, il faudrait que j'ai deux clusters, ça complexifie un petit peu. Voilà, donc là vous voyez typiquement le pod spécifique hein, qui est en 10.244, vous voyez il apparaît, on le voit tout de suite ici. Donc voilà, c'est pareil, alors le fait de bridger les pods directement sur le réseau, hein, c'est extrêmement simple, c'est élégant, c'est probablement l'avenir. Bien sûr, le problème c'est que ça gaspille pas mal d'adresses IP hein, sur le réseau classique, mais bon, sur le cloud, ça risque d'être compliqué. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font chez Amazon ou chez Azure ou d'autres hein, d'ailleurs, peu importe, mais en gros, il faut s'intégrer avec l'IPAM, avec le routage du cloud. C'est un peu compliqué, c'est plutôt des technos qu'on va trouver en on-prem. Et puis voilà, ça se fait en BGP, donc voilà, ça fait encore une nouvelle compétence. Et c'est là où on voit en fait que le réseau embarqué dans Kubernetes, c'est pas du tout la fin des ingénieurs réseau. Hein, en fait, c'est au contraire, les ingénieurs réseau, on va les augmenter. C'est-à-dire qu'avant ils faisaient du réseau et maintenant ils vont faire du réseau et du Kubernetes. Donc ça rajoute en fait de la complexité et des nouvelles choses. C'est beaucoup plus passionnant. Voilà. Et enfin une dernière possibilité. Qui est l'Egress Gateway. Donc ça c'est relativement récent. Hein. À peu près tous les constructeurs ils proposent quelque chose comme ça. Hein. Là chez Calico, je crois qu'on l'a sorti, enfin ils l'ont sorti il y a environ un an. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est le pod qui est vert là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire sortir. On va le faire en gros, on va le dérouter et on va le faire passer par un pod spécial qui va sortir avec une adresse IP qui est connue. Hein. Donc bien sûr on peut mettre plusieurs pods bleus pour des raisons de haute disponibilité. Mais donc en fait, on sait parfaitement avec quelle adresse IP il va sortir sur le réseau. Et donc ça va permettre, sur le firewall legacy qui est là, de pouvoir le bloquer. Ou pas, d'ailleurs. Hein, donc là, je vous ai montré un petit peu les différents YAML qu'on met en place. Je vais vous le montrer en live. Donc j'ai mis en place sur le namespace bleu, normalement, ça n'a pas marché comme ça. Hop. Getpods -n blue. Ah bah je l'ai pas mis. Ah. Ça a dégagé, bah c'est pas grave.
Bah si, il est là le blue, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ah bah il y en a pas. Ah oui d'accord, bon, voilà. C'est pas grave, je sais pas ce qui se passe, il y a mon egress gateway qui est parti. Je vais la recréer. Ah non, je suis bête, c'était pas blue, c'était red. Je me suis trompé. C'est pas grave, ça va repartir. Je vais pas l'arrêter. Je me mets ici. Hop. Donc si je me mets en fait dans le namespace red, getPods, c'est dur, très très dur. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah, je me suis fait déconnecter. Je suis pas au bon endroit. Kubectl getPods -n red. Voilà. Ah, mais il est terminating. Je pense que bon, j'ai un petit problème. C'était trop beau. Voilà, donc là en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, c'était ce que je voulais vous montrer avant, mais j'ai lancé en fait une egress gateway. Donc là, normalement, je devrais avoir dans le namespace red, je devrais avoir ma fameuse egress gateway qui en fait est un pod classique. Il devrait être monté. Getpod -n red. Voilà, c'est bon, il est running, il est bien là. Hein. Et vous voyez, en fait, il a une adresse IP bien particulière qui est là. 10.246.254. Donc ce que je peux faire, c'est je peux choisir en fait soit certains pods qui ont certains labels, soit certains namespaces, quand ils sortent, ils passent par ce truc-là. Donc ce que je vais faire, c'est là j'ai annoté le namespace red. Donc ce que je vais faire, c'est je vais refaire comme à l'ancienne. Donc kubectl run. Voilà, là je vais me mettre dans le bon, par exemple dans le yellow, hein, je peux tester ça pour vous montrer que quand je sors avec mon adresse IP classique, hein, curl http 172.18.01. Donc là vous voyez toujours l'adresse IP d'un des nœuds. Mais moi, c'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est sortir avec cette adresse IP là qui est connue à l'avance. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre bien dans le bon namespace qui s'appelle red. Voilà. Et là, quand je fais ça, Tintin, ça marche. Vous voyez, je sors avec une adresse IP qui est bien celle que je voulais. Alors, on pourrait se dire, mais par quelle magie ça fonctionne en fait? Bah, c'est les technos de base Linux en fait. Enfin, de base, j'exagère un petit peu, c'est des technos réseau. Donc par exemple, là ce que je peux faire, c'est regarder, c'est pareil, hein, sur quel getPods -n red, sur quel nœud j'ai été schedulé. Hein, donc là je fais -o wide. Et en fait, vous voyez que là mon pod test, il a été schedulé sur le basic worker. Donc je vais rentrer sur le basic worker. Voilà. Et là, en fait, si je fais par exemple IP rule, voilà. Là, je voyais une règle en fait qui a été mise en place et vous voyez en fait dans le traitement des paquets au niveau du nœud, au niveau Linux, hein, il y a marqué si ce paquet il est en 10.244.0.104, tu vas faire quelque chose de spécial, hein, tu vas taper dans une table de routage qui est ici, hein, la 250, et en fait si vous allez là, vous voyez que c'est mon adresse IP. C'est exactement la même. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je montre ici, c'est qu'en fait ici il y a une table de routage un peu spéciale qui va dévier en VXLAN, donc c'est l'encapsulation UDP, le flux d'un nœud vers un autre, et puis là ça va être décapsulé, source NAT, et ça va être envoyé là. Et donc en fait on va passer avec la véritable adresse IP qui est l'adresse IP, enfin avec l'adresse IP de l'egress gateway. Donc une adresse IP qui est déterminée à l'avance. Là je vous ai montré, je pense, quelques commandes voilà, qui permettent de voir les tables de routage. Donc vous voyez, on commence à avoir des tables de routage multiples sur les nœuds à cause de cette techno, enfin voilà, de cette implémentation. Et vous voyez tout à la fin, hein, on voit le lien VXLAN qu'il y a entre le nœud sur lequel le pod est et puis le nœud sur lequel la gateway est. Donc bien sûr on peut mettre plusieurs gateways, on peut faire du load balancing, enfin on a de la haute dispo, on a toutes ces choses là. Donc ça c'est vraiment une façon très simple. Bah, finalement on peut tout à fait aller voir les gens du réseau et leur dire bah mon pod qui a tel label, t'inquiète pas, il va toujours sortir avec telle adresse IP. Et puis s'il a tel autre label, il va toujours sortir avec telle autre adresse IP. Donc ça vous permet un petit peu de séparer la partie purement filtrage de la partie purement réseau Kubernetes. Bon, ça contente les gens qui faisaient de la sécurité, hein, sur la partie firewall en bas. Moi, ça me contente pas totalement parce qu'en fait, à l'intérieur du réseau, il n'y a toujours pas de network policy. Hein. Donc en fait, probablement, il va falloir faire les deux. Il va falloir faire des network policy en interne et puis aussi faire du filtrage ici.
peut-être que c'est deux équipes différentes. Voilà, peu importe. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont hyper demandées par les clients, de pouvoir filtrer de façon déterministe les flux quand ils sortent. Voilà, donc c'est pareil, c'est relativement simple. Et alors, simple et élégant, encore une fois, hein, c'est dans le niveau d'abstraction, parce que vous avez vu, quand on commence à débugger, on voit les tables de routage multiples. C'est une méthode qui est beaucoup plus finalement, c'est une méthode qui ressemble un peu à la node Affinity, mais qui est beaucoup plus fiable, puisqu'en fait cette adresse IP de Egress Gateway, elle est permanente. Même si on est remis sur un autre node, cette Egress Gateway va continuer à exister. Donc c'est vraiment que c'est quelque chose qu'on peut déterminer à l'avance, qui est persistant. Il nous faut une topologie réseau qui soit supportée. Donc on-prem est supporté, AWS par exemple est supporté, mais sur Azure aujourd'hui c'est pas le cas, hein. Donc c'est pour ça aussi que je le fais sur ce type de cluster. Et pour être tout à fait clair, il vous faut la version entreprise de Calico pour faire Egress Gateway, si vous voulez le faire avec Calico. Si vous voulez utiliser d'autres CNI, en général vous allez finir de toute façon dans la version entreprise de ce CNI pour proposer cette techno. Voilà. Donc en conclusion, vraiment je vous incite à filtrer vos flux sortants. Bon, encore une fois, je ne sais pas très bien si vous êtes plutôt du côté dev ou du côté infrastructure, mais c'est vraiment un passage obligé et c'est un moment qui n'est pas toujours très agréable. Je vous incite vraiment à utiliser les fonctionnalités avancées de votre plugin CNI pour pouvoir faire des requêtes plus compliquées, une sémantique plus riche, commencer à mettre des ordres dans les règles, voilà. Et puis probablement utiliser soit un mode réseau où vous êtes bridgé et vous utilisez l'IPAM, soit vous êtes dans un mode où vous êtes en encapsulation et à ce moment-là vous utilisez une Egress Gateway. Voilà, c'était ce que j'avais prévu. En termes de temps, j'ai à peu près, je suis pas trop mal, il me reste 2-3 minutes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des remarques? Oui. Voilà. Bon, donc c'est une question qu'on a très souvent. C'est est-ce que je peux voir mes règles, enfin si je comprends bien on se tutoie, hein, je me permets. Ce que tu dis, c'est est-ce que je peux voir mes règles cube dans mon firewall, grosso modo. C'est ça que tu... Non. Ah. Oui. Oui. D'accord. C'est un outil qui permet de débugger ou qui permet de voir les règles? Ouais. Alors, bon, voilà, donc là on rentre, voilà, je vais être tout à fait clair, on rentre vraiment dans la partie un peu propriétaire commercial, quoi, hein, c'est clair. Donc je sais que par exemple avec Calico, on a un partenariat avec Fortinet, et je sais que par exemple tu peux mettre les règles dans un FortiManager, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, hein. Tu mets les règles dans le FortiManager, ça peut les injecter à la fois dans ton legacy et à la fois dans ton cube, et ça peut remonter. Et de la même façon, le cluster Kubernetes peut remonter les règles ou les labels et les afficher dans le FortiGate. Voilà. Il faut être tout à fait clair, voilà, c'est propriétaire, hein, c'est pas open source. Absolument, ouais. Il te faut des partenariats assez avancés pour faire ça, ouais. Exactement, voilà. Oui. Non, non, ouais, j'ai pas été clair, mais par défaut, enfin, deny c'est pareil que drop, en fait. Voilà. C'est le reject, ouais. C'est pas du reject. Non, non, c'est vraiment un moins J drop. Alors, on peut le voir, hein, mais en fait, si tu. On le voit. Tu vois, j'ai. Hop, je me mets. Est-ce que j'étais dans les règles? Ouais. Donc là, si je fais iptables moins L moins NV, et puis je fais. L'avantage de iptables, ok, c'est peut-être pas super performant. En fait, iptables, c'est très performant une fois que les règles sont dedans. Mais en fait, c'est à l'ajout de nouvelles règles, ça rame un peu en fait. Et quand on commence à avoir vraiment beaucoup, ça peut prendre des secondes, voire des minutes. L'avantage d'iptable, c'est que c'est facile à débugger, alors que eBPF, c'est pas du tout la même chose, hein. Mais donc là, juste pour te montrer, hein, si je fais ça, voilà, là, donc là, on voit bien, hein, que c'est bien des drops, hein. On voit bien les moins J drop ou pas là? Ouais, ouais. Tu vois bien, hein, que c'est des règles drop. Donc en fait, les paquets sont directement mis à la poubelle, c'est pas des rejects comme il pourrait y avoir, hein. Euh, en général, on met jamais de reject. Enfin,
moi, je vois jamais de reject me. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un qui t'envoie un paquet, tu lui génères un paquet XMP en lui disant par exemple c'est interdit ou des choses comme ça, ou lui envoyer un reset. Donc en général, le firewall il drop silencieusement les paquets. Donc c'est tout à fait enfin, c'est pas du tout choquant et c'est tout à fait normal qu'on soit bien en drop. De ça? Ok, bon, très bien. Alors, en fait, je vous ai même pas tout montré, mais parce que bon, on a peu de temps, mais en fait, au-delà des drops, la plupart des gens, ils vont dire, ok, ah pardon, excuse-moi, vas-y. Je voulais te demander si, avec Calico ou la version entreprise, il y avait une sorte de momentum qui pourrait être prévu au moment où tu instancies un nouveau pod. Par exemple, tu ne connais pas forcément ce qu'il fait. Est-ce qu'il y aurait une période, une sorte d'apprentissage qui permettrait de générer les règles de sortie Ouais. Bah alors effectivement, magnifique question. Effectivement, alors c'est dans la version propriétaire, bien sûr, enfin commerciale, mais il y a ce qui s'appelle du baselining. C'est en fait, tu dis, analyse-moi toutes les règles sur les 15 dernières minutes, par exemple, ou une heure, et il te génère les règles, en fait. Donc l'avantage, c'est que voilà, quand tu n'es pas compromis, ou quand tu es en dev, ou quand tu es dans un environnement qui est vraiment safe, on va dire, tu peux générer automatiquement les règles, et comme ça, tu n'as plus qu'à faire un copier-coller pour les mettre en production. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent le baselining. Il y a aussi un autre type qui s'appelle staging. En fait, c'est comme un audit, c'est-à-dire que tu actives la règle, mais elle bloque pas vraiment, mais tu la vois apparaître en fait. Exactement, voilà. Ouais. Parce que l'autre sujet, en fait, c'est que la plupart des gens disent, ok, le firewall fonctionne, mais où sont les logs? Voilà. Par défaut, il n'y a pas de log. Si vous êtes dans la partie Calico Enterprise, vous pouvez rajouter des règles en log. Il n'y a pas que accept et deny, il y a log aussi, mais ça vous génère des logs en syslog, quoi, en fait, directement dans var log message log. Là. Et donc, il va falloir prendre un composant, le sortir et l'envoyer dans un élastique et tout ça. Donc, évidemment, si vous êtes dans la partie propriétaire, commerciale, vous avez un élastique qui est déjà tout fourni avec les tableaux de bord qui sont déjà faits. Mais c'est tout à fait faisable. Enfin, Calico, hein, ça fait, je ne vais pas dire que ça fait 10 ans que ça existe, mais ça existait avant Kubernetes. Hein. Donc, tu peux le faire. Voilà, il suffit de passer un petit peu de temps là-dessus et c'est tout à fait faisable. Ouais. C'est bon? Ouais. Bah, merci. Merci à vous. Merci, bonne journée.